J'ai réuni toutes les meilleures histoires du mois pour vous en faire une vidéo et vous faire kiffer. Prenez quelque chose à manger, à boire comme d'habitude, faites une activité à côté, vous connaissez, que ce soit du dessin, n'importe quoi. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, sous la compilation, vous faites quoi? J'adore vous demander ça parce que souvent je lis des commentaires complètement improbables, je chie et je regarde la vidéo en même temps. C'est pas improbable, je fais ça aussi perso. Non, en vrai, j'adore voir vos commentaires sur ça, en mode ouais, je fais tel truc pendant que je regarde la compilation, je suis au taf, je suis dans la voiture, j'adore. Très bizarre comme passion, mais j'adore ça. J'ai pas trop envie de parler car je répète souvent la même chose, mais il faut savoir que ce sont des histoires que j'ai déjà racontées, aucune n'est inédite. J'aime bien faire ça car ça vous fait plaisir. J'aime beaucoup vous mettre à disposition ça, c'est un plus, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, vraiment si vous voulez des vidéos totalement inédites que vous n'avez pas encore vues, car les abonnés les plus fidèles, je sais qu'ils auront déjà tout vu, et je vois souvent des commentaires en mode sous les compilations, bah j'ai déjà tout vu. Déjà, je me demande sincèrement ce que vous en pensez de tout ça, de ce format-là, des compilations, le fait de réunir des histoires qui ne sont pas inédites et que j'ai déjà racontées. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est éthiquement pas ouf? Je me pose plein de questions en vrai, sincèrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse de fou. Le mot que je pourrais attribuer à cette histoire, j'en trouve pas. En fait, il n'y a pas tellement de mots à attribuer à l'histoire, si ce n'est qu'elle est absolument en fait atroce et horrible, surtout pour Neyla qui nous la raconte du coup maintenant. Partie 1. Alors en fait, mon grand-père paternel me faisait subir des attouchements sexuels, des viols, et me forçait à le sucer, puis le branler. Ou il me forçait à regarder des pornos pendant qu'il se branlait. J'étais très jeune quand cela a commencé, donc je me rappelle plus de l'âge que j'avais quand il commençait à me faire cela. Et quand j'ai commencé à grandir, dans les alentours de 6-7 ans, il me faisait passer ça pour un jeu, ou par le chantage. Si je voulais aller dans la piscine, je devais avant ça subir des attouchements. Il me faisait des bisous sur mes parties intimes, etc. Sinon, je devais être puni. Oh le chien, j'ai eu peur. Pardon, je reprends, ça m'a un peu perturbé. Faut savoir qu'il était chauffeur routier, vers l'âge de mes 8-11 ans, donc il se levait très tôt et en profitait pendant que je dormais pour me toucher. Il a commencé à faire des attouchements à mon petit cousin aussi, devant moi. Donc ce jour-là, avec Mathéo, mon cousin, on a décidé de le dire à ma grand-mère. Sauf qu'en voulant sortir du garage, lui où la plupart du temps tout se passait ici, il s'est mis devant la porte en commençant à nous menacer, puis après il nous a dit calmement que notre grand-mère nous croirait pas du tout. Faut savoir qu'il était assez imposant et qu'il faisait extrêmement peur quand il était énervé. En remontant, on a voulu le dire à notre mamie, mais c'était impossible pour nous. Cela s'est empiré au fil des années jusqu'à sa mort, le 26 décembre 2018. J'avais 11 ans, et ce jour-là, je m'étais jamais autant senti libéré. Le truc qui est horrible dans cette histoire, je vais vous lire la partie 2 juste après, il y a une partie 3 également, et une partie 4, pardon. C'est terrible parce qu'en fait, on a des photos à l'appui, et du coup, on peut tout s'imaginer avec ces photos. C'est absolument abominable, vraiment, ce qu'elle a vécu, vraiment, c'est terrible. Partie 2. Quand j'avais 8 ans, j'allais partir me laver, et j'ai vu un appareil photo caché entre deux plantes sur un petit muret dans la salle de bain. Instinctivement, je l'ai retourné, et en sortant de la douche, je pars dans ma chambre, et je le vois. Je le vois arriver en m'engueulant, car j'avais retourné sa caméra, alors que, d'après lui, elle ne filmait pas. Partie 3. Sa mort fut l'étape où ma famille paternelle devait trier ses affaires. Mon père, ma marraine, mon oncle et ma tata. Mon oncle s'occupait du garage, et il est tombé sur une boîte assez étrange, en métal, où devant il y avait des photos de moi, complètement nues. Des clés USB qui contenaient des vidéos de moi. Ils ont aussi retrouvé un disque dur crypté. Et la seule chose sur ce disque dur-là, c'était un dossier avec écrit « Enfant, jardin ». Et à ce jour encore, on ne sait pas du tout ce qu'il y avait. Ils ont aussi retrouvé une caméra très petite qui faisait la taille d'un dé et qui était dans la salle de bain et qui filmait, pas n'importe quoi, la douche. Cela et beaucoup d'autres événements que je vivais quotidiennement m'ont mené à une sévère dépression où j'essaye encore de m'en sortir. Depuis maintenant 5 ans, je suis suivi psychologiquement et une enquête est en cours depuis juin 2023 pour que moi, je puisse être reconnu en tant que victime. J'ai eu le droit à un interrogatoire et un rendez-vous avec un gynécologue spécialisé dans ce domaine. Je suis allé le voir pour qu'il confirme tout ce que j'avais vécu, pour qu'il me dise si j'avais vécu des viols. La réponse fut oui. Ma famille paternelle préfère défendre leur père, donc on a jeté son ordinateur et les clés USB. Et c'est la fin de mon histoire.
Waouh, ça va être très compliqué de parler après une histoire pareille, pour être totalement transparent. Les mots sont très durs à trouver quand une personne vit ça, même si on lui souhaite tout le bonheur du monde et de sortir de cette dépression. Ça ne pourra jamais effacer tout ce qu'elle a vécu, toutes les images qu'elle doit encore avoir. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Je pense que tu t'en remettras avec le temps. Parle-en si c'est un médecin ou même, là tu me l'as raconté, c'est ultra courageux de ta part de faire ça. C'est vraiment, je te félicite de fou. C'est incroyable ce que tu fais. Est-ce que tu as su la faire? Ton témoignage a permis à certaines peut-être personnes de s'y reconnaître. Peut-être que des personnes ont déjà vécu ça. Donc c'est pourquoi je vous mettrai des numéros. Appelez ces numéros-là, parlez-en autour de vous si vous êtes victime de ça. Si vous êtes jeune, ce n'est pas du tout normal qu'une personne adulte vous touche comme ça, d'accord? Si elle vous fait des attouchements qui ne sont pas normaux, il faut très vite en parler à quelqu'un d'externe pour essayer de faire arrêter ça, même si je sais que c'est très compliqué et que je dis ça, mais en fait plein de cas sont différents et c'est tellement complexe de ce genre d'affaires, c'est trop compliqué. Merci Anela pour nous avoir partagé son témoignage qui était waouh, il m'a mis un petit coup au moral celui-là. Je le trouve absolument abominable en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il y a des photos à l'appui, encore pire. Merci Naïla pour ton témoignage, j'espère que tu t'en remettras. Courage pour ta dépression, je sais que c'est pas forcément très facile d'en sortir, mais tu verras, pour moi c'est qu'une question de temps. Et on passe maintenant du coup, c'est parti, à la prochaine histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, je l'ai mal vécu en vrai, honnêtement. Enfin, ça a été. Toi Oui, c'est moi qui l'ai vécu c'est toi qui l'as l'histoire. Je vous précise, ça va être assez court. C'est pas comme vous une histoire très longue, mais je voulais la raconter sur ma chaîne parce que ça m'arrivait à moi et je me suis dit, les gens peut-être voulaient savoir ça ou pas, parce que c'est vraiment chaud. Ça m'a vraiment choqué parce que je me suis rendu compte ce jour-là que l'être humain pouvait avoir des comportements vraiment badants. Et aujourd'hui, du coup, je m'apprête à vous raconter cette histoire. C'est parti. C'est parti. On est dans la période de juin, il fait chaud, il fait beau. Franchement, le temps est nickel pour aller faire du sport. On avait un rituel avec mes potes. Tout le temps, après les cours, après les examens, on allait faire du foot dans un city voilà, synthétique. C'est super cool, voilà. On rencontrait du monde. On se faisait potes du coup voilà, avec de nouvelles personnes. On passait toujours des moments trop bien. Enfin voilà, tout allait bien. Ouais. Jusqu'au jour où ça s'est pas du tout passé comme on voulait. Ça s'est vraiment mal passé. Pas dans le city, mais après, quand on est parti. Et ce jour-là, je m'apprête à vous le raconter maintenant. Un jour, honnêtement, voilà, ce serait vous mentir si je vous dirais le jour exact parce que je m'en souviens plus du tout. Je ne sais plus du tout quand c'est arrivé, mais je sais que c'était en été. Tout ça se passe en 2023. L'été dernier, vraiment, c'est très récent quoi. Okay. Je passe du coup le bac. On finit une épreuve, je sais plus, je crois que c'était étude de design graphique, parce qu'il faut savoir que j'ai été en communication visuelle plurimédia, bac pro, pour les personnes qui connaissent. Je sors de cet examen, on décide comme d'habitude, la routine, d'aller avec des potes faire un foot, on rencontre du monde, tout se passe bien, mis à part que notre ballon crève, voilà. C'est un peu le truc pas fou qui se passe de l'après-midi. On décide de partir, et pour partir, il faut savoir qu'on emprunte un chantier de terre, et en fait, il faut savoir que ce chantier, comment vous l'expliquer, il est coupé par des haies. Donc, okay. Quand tu passes dans ce chantier, personne ne peut te voir. Vraiment, tu n'as aucune visibilité. Enfin, les maisons ne peuvent pas te voir, quoi. C'est cool pour les maisons, mais si t'arrive un truc flippant, c'est pas la meilleure chose. Du coup, voilà, on finit notre séance de foot. Tout s'est très bien passé. Franchement, mis à part le ballon crevé, bon, ça, honnêtement, c'était pas cool. On passe par ce chemin. Moi, je discute, il faut savoir, avec mon pote, qui était Adrien. J'ai oublié de préciser, très con, je suis avec deux potes à ce moment-là, Milo et Adrien. Voilà, un qui est un petit peu voilà, hyperactif, qui fait un peu des conneries tout le temps, et un mec beaucoup plus rationnel, très calme. Et il faut savoir que je parlais du coup avec mon pote rationnel et calme à ce moment-là. On parlait de je sais plus quel sujet. Bref, on marche. Milo est à côté, il fait un peu n'importe quoi. Bref, je sais plus ce qu'il fait. Il regarde le sol. Bon, il se concentre pas du coup sur une conversation à nous deux. On marche et là, on voit quelqu'un en face de nous arriver. Cette personne-là, je vous la décris avec mes souvenirs. Je ne sais plus exactement à quoi elle ressemblait, mais dans mes souvenirs, comme ça a été très court, là je vous raconte l'histoire, on dirait que c'est long, mais pas du tout, ça a été très court, vraiment. Cet homme-là, il avait des sandales marron, il avait un short et un Marcel, et une sacoche. Nous, on le voit pas arriver parce qu'on est concentré sur la conversation. Nous, cet homme-là, on le voit juste du coin de l'œil, avec mon pote Adrien, avec qui je parle. Milo, lui, il le regarde. Il le regarde, on passe, lui il passe, du coup, voilà, tout se passe bien pour le coup, voilà, on marche, on se croise quoi, tout simplement, rien de fou se passe. Et là, mon pote Milo, il commence à nous dire les gars, vous venez de voir ce qui vient de se passer? Nous on fait mec, non, on n'a rien vu quoi. Et là il nous dit les gars, le mec, il vient de sortir devant nous son sexe. Le mec a sorti son sexe apparemment devant lui, parce que nous on n'a rien vu, donc on peut pas savoir si c'est vrai, tu vois. Il l'a sorti devant lui et il se l'est caressé.
Il se les caressait devant lui. Devant nous, du coup. Devant des jeunes. Car ce mec-là, je ne l'ai pas précisé, pardon encore une fois, mais il avait peut-être 35 ans, 40 ans. Pédophile. Peut-être. Bah oui. Bref. Du coup, nous, évidemment, on se retourne, même si on le croit pas. Mon pote était souvent très blagueur. Il avait l'habitude de faire des vannes, mais là, on voyait dans son regard que c'était pas du tout une vanne, ce qu'il nous racontait, et que c'était bel et bien vrai. Donc là, on se retourne, et là, le mec s'arrête, pile au moment où on se retourne. Nous, on lui fait, frérot, tu viens de faire quoi là? En mode comme si on était au courant, sauf qu'on n'avait rien vu. Mais on voulait quand même l'interpeller pour voir, mec, tu fais quoi? Le mec se retourne, et là, ce qu'il fait, ça me choque encore de le raconter, honnêtement. Là, j'en bégaye tellement. Il fait rien, il parle pas, juste il sourit. Et il fait un signe de la main, et ce signe, c'est ça. En mode, venez voir. C'est lunaire, quoi. Donc là, nous, on est vraiment énervés, et on va même pas le voir, en fait. Évidemment. Donc on se redirige vers notre destination, qu'on voulait atteindre, du coup, le métro, en fait. On va au métro, on est choqués. Et là, on s'est dit, mais imaginez, si c'était pas des garçons qui l'auraient croisé, ce mec-là, mais une petite fille, qui a peut-être 10 ans, 12 ans, il se serait passé quoi? La réponse, honnêtement, j'ai pas envie de la savoir. Et c'est la fin de mon histoire. Et voilà, du coup, on a croisé ce mec-là après un foot. Il aurait peut-être fallu appeler la police, non? Alors oui, Ça arrivait trop tard. mais en fait, le mec est tellement parti vite. Même après, dites-vous, on arrive au métro, on a réfléchi, non, faut aller le revoir. On est évidemment allé revoir le mec pour voir s'il était là. Il était plus là. Il avait littéralement disparu. Les jours suivants, on est évidemment retourné faire du foot. Ça n'a pas empêché après nos activités, évidemment, cette histoire, même si ça nous a quand même pas mal choqué. Ce mec, on l'a plus jamais revu. Plus jamais d'homme aux sandales, marron, rien du tout. Et tu sais que c'est arrivé à ma mère déjà? Ça aussi? Bon, en fait, il y avait un mec, elle m'a expliqué plusieurs fois l'histoire. Genre, ma mère, elle était petite, tu vois, genre tout début du collège, tu vois. Et genre, elle sort devant, où c'était la pause midi, je sais plus quoi, elle sort de la cantine, tu vois. Enfin, à l'extérieur du collège, parce qu'elle était externe, tu vois. Et genre, le mec, avec un grand manteau noir, il va devant, il était tout nu, tu vois. Et il l'ouvre, et genre, il fait une danse, etc. Tu vois, et il crie, tu vois. Mais c'est horrible, mec. Je sais pas comment tu peux faire ça, genre, c'est horrible. Et vraiment, ma mère était genre petite de fou, tu vois. C'est horrible. Je trouve vraiment les histoires d'humains flippants beaucoup plus terrifiantes que les histoires paranormales. En fait, là, c'est horrible, quoi. C'est juste la folie de l'humain, quoi. C'est pas flippant en fait, ouais, c'est horrible. C'est psychologique en vrai. C'est juste gênant, c'est un truc, c'est atroce quoi pour le cerveau d'un humain quoi, normal. Constitué normalement. Ça choque un enfant, ouais. Bravo, très belle histoire. Vous avez Bravo. kiffé l'histoire les gars? On applaudit. Voilà. Alors, cette deuxième histoire, elle vous a plu? Je l'espère vraiment. On passe maintenant à la troisième. Merci d'avoir écouté la deuxième histoire. C'est une abonnée qui nous la raconte cette fois-ci, une influenceuse sur les réseaux sociaux. Je ne citerai pas son blast car elle ne l'a pas précisé, donc je préfère garder l'anonymat. Merci encore elle pour m'avoir partagé son histoire. J'ai très froid, je risque un petit peu de bégayer et de trembler. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas du tout normal. Hello, je te contacte suite à certaines choses qui me sont arrivées par le passé. Ça risque d'être assez long, je te mens pas, dommage. Non, vraiment, j'adore l'histoire longue, c'est trop cool. Il y a de nombreuses années, je dirais, vers l'âge de 12-13 ans, je côtoyais une amie chez qui je dormais pour la toute première fois. Elle venait plus chez moi que j'allais chez elle. Ce jour-là, ses parents n'étaient pas là, ni même ses frères. Nous avions l'appartement pour nous et ses parents devaient revenir vers 17h30, si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens que le temps était assez sombre, la pluie était présente et les bourrasques. Devant s'étendaient à des kilomètres. Mon ami et moi avions décidé de prendre un goûter, durant un film d'action. Je reste donc seul dans la cuisine, mais il faut savoir que, chez elle, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Je me sentais observé. J'étais avec mon petit téléphone, et soudainement, sans aucune raison, j'ai senti vraiment un coup de pression. La pièce était vraiment glaciale, sans aucune raison apparente. J'ai commencé à appeler mon ami, qui faisait des tartines à l'époque, et je flippais. Je n'arrivais même plus à me relever, tellement que l'ambiance était malsaine et forte. Je lui demande de revenir, elle me dit qu'elle ne va pas tarder. Et au même moment, je sens quelqu'un souffler contre le creux de mon oreille. Je te promets, je n'ai pas réfléchi et je suis parti en courant la rejoindre. Je lui en parle et elle me dit, d'un air détaché, de ne pas m'en occuper. J'étais sidéré de ce comportement et je pense qu'elle voulait pas me dire la vérité. Mais quelle vérité? On le découvrira sûrement peut-être après. On retourne dans la chambre et vraiment, l'ambiance était super étrange. Jusqu'au soir où ses parents reviennent. On se couche dans son lit, assez petit, elle était contre le mur et moi, vers la porte. J'ai passé la pire nuit de ma vie, pour tout vous dire. Premièrement, j'ai senti quelqu'un me chatouiller les pieds, donc j'ai poussé mon amie en lui disant que ce n'était clairement pas drôle, mais elle était dos contre moi. Ce n'était pas du tout
elle. J'ai remonté mes pieds et j'essayais de la réveiller tant bien que mal. Elle gémissait des qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis que quelque chose m'avait touché. Et j'ai senti encore quelque chose me tirer fort le pied. Et j'ai hurlé. Et c'est là qu'elle s'est vraiment réveillée et qu'elle a vraiment réagi. Elle m'a dit de me calmer et m'a avoué qu'il se passait des choses étranges dans cet appartement. Que des objets disparaissaient ou que des bruits se faisaient même entendre par moments. Je suis rentré chez moi au matin et je n'y suis plus jamais retourné. J'ai d'autres histoires à raconter, mais j'ai préféré commencer par la toute première qui m'est arrivée. Eh bien écoute, merci beaucoup. Je vais essayer de retrouver son prénom. Attendez, je retrouve son prénom. Putain, il n'y a pas son prénom. Bon bah écoute, merci beaucoup à toi, jeune demoiselle. Terrible ce surnom. L'histoire de cet abonné aujourd'hui qu'il va nous raconter est assez étrange, pour la simple et bonne raison qu'il dit avoir observé quelque chose d'étrange dans le ciel, un ovni, ça vous le verrez. C'était un soir où nous sortons manger entre amis. À la base, je n'allais pas chercher cette troisième personne, mais au final, elle m'a convaincu. Nous sommes arrivés devant chez elle en voiture et nous avons patienté. Je précise que finalement, nous ne l'avons jamais vue. Nous étions à l'intérieur de mon véhicule, moi au volant et ma pote assise devant, à côté de moi, du côté passager. Nous avons attendu quelque temps et c'est là que nous avons commencé à l'apercevoir. Une sphère lumineuse s'était allumée à environ une quinzaine de mètres de mon véhicule dans la campagne. Je la fais courte dans ce message, mais il y avait une absence de temps, d'environ 1h30. Il faut dire que nous sommes sortis tôt et il était environ 19h45, 20h à peu près. Mais une fois le phénomène disparu, il était 21h. Quand le phénomène s'est arrêté, nous avons directement après reçu beaucoup d'appels et de messages. Ces appels provenaient de nos proches, qui se questionnaient sur le fait qu'on ne répondait pas tous les deux. L'objet s'est en fait élevé dans le ciel et est venu se positionner au-dessus de mon véhicule. Et plus troublant encore, dites-vous qu'il n'y avait même plus le son de la nature. À la campagne, en Guadeloupe, c'est fortement improbable de ne pas entendre les grenouilles, les criquets ou même les cigales. Nous avions l'impression d'être comme dans une espèce de bulle sans son ni temps. C'est vraiment un condensé, mais de manière globale, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, l'engin est retourné à sa place initiale sans toucher le sol, donc en restant à la même altitude. Et là, je ne saurais pas vous expliquer s'il s'est en allé ou s'il a tout simplement juste disparu, tellement le déplacement était rapide. Et voici les détails que je pourrais rajouter pour accentuer mon témoignage. J'avais vraiment l'impression que le temps s'était arrêté. Il n'y avait plus aucun bruit ambiant, que ce soit les insectes ou que ce soit les bruits habituels, bien que nous soyons proches de la campagne à ce moment-là. Il y a quand même de la vie pourtant, alors pourquoi il n'y avait aucun courant d'air particulier? Il n'y avait absolument rien, comme si tout était figé. Cet abonné me précise aussi pour la fin qu'ils auraient essayé en fait de filmer avec leur téléphone, mais quand ils l'auraient pris, il ne semblait pas être opérationnel. Enfin du moins comme s'ils ne l'avaient jamais encore allumé, alors que évidemment, avant tout ça, son téléphone était allumé. Ensuite, après que l'événement se soit passé, ils ont ressenti une sensation des plus bizarres. Ils n'ont pas réalisé ce qui leur est arrivé, et pendant la scène, ils n'étaient pas forcément choqués plus que ça. Ils étaient très calmes, pas de peur, ni effrayés, voilà, ni excités, rien de tout ça. Ils étaient juste dans l'incompréhension totale. Et à ce jour, ils n'ont aucune explication face à ce phénomène. Alors est-ce que vous saurez apporter peut-être une explication par rapport à ce témoignage-là? Moi j'en ai pas la moindre idée honnêtement. J'ai demandé à l'abonné de m'envoyer des photos, des vidéos pour voir s'il avait pu prendre du coup des clichés pendant l'événement, mais rien du tout. Comme il nous l'a précisé, en fait il n'a pas pu, son téléphone était inutilisable. Alors qu'est-ce que c'est? J'attends mes enquêteurs, vous, en commentaire pour déceler tout ça. Mais en tout cas j'ai trop hâte de vous lire parce que je me dis putain, qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que ça vous plairait finalement d'avoir des vidéos comme ça? Enfin, je traite voilà une affaire ovni un peu UFO flippante. Bref, passons à la quatrième histoire. Allez, c'est parti. Petite histoire, c'est parti. Tu peux dire mon prénom dans l'histoire. Ça ne me dérange pas. Donc moi, c'est Lucas, j'ai actuellement 23 ans et je suis auxiliaire de vie à domicile. Petit détail qui aura son importance pour la suite. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est du soft. Genre, ça change d'habitude. Donc ça s'est passé entre 2014 et 2015. J'avais entre 14 et 15 ans. Je te mets rapidement dans le contexte. Il faut savoir que j'ai perdu mon parrain en 2007. À l'heure actuelle, je n'ai plus trop de souvenirs de lui, mis à part quelques photos par-ci par-là. Ce que je vais te raconter, c'est passé une nuit. J'étais allé me coucher vers 22h, histoire d'avoir une bonne nuit de sommeil, et pour être en forme pour le collège le lendemain. Il faut savoir qu'à l'époque, mon lit se trouvait face à la porte de la chambre, et je dormais la porte ouverte. Quand j'étais plus jeune, je ne supportais pas dormir la porte fermée, et me sentais pas bien du tout
genre vraiment oppressé. Je comprends totalement le frérot Lucas, c'est un sentiment que je partage de fou avec lui. Revenons à l'histoire. Vers 22 h, donc je m'endors, et je suis réveillé vers 2 h du matin par l'envie de boire. Donc je m'assois dans mon lit. Je prends ma bouteille d'eau qui se trouvait par terre, à ma gauche, et je bois quelques coups. Je m'allonge de nouveau, et je sais pas pourquoi, mais je me suis senti un peu bizarre. Comme si je n'étais pas tout seul. Le sentiment qui a le don de te faire flipper, surtout en pleine nuit. Sachant que j'étais dans le noir, je ne voyais absolument rien. Mais je cherchais quand même des yeux si je pouvais voir quelque chose. Et là, je vois une silhouette dans l'encadrement de ma porte, qui me fixait les bras le long du corps. Donc d'abord, j'ai pensé à mon père, car il faut savoir que quand il n'arrive pas à dormir, il se relève pour aller regarder un petit peu la télé au salon. Mais cette silhouette n'était absolument pas celle de mon père. Je l'ai remarqué directement, jusqu'à ce que quelques traits commencent à être visibles. Moi, j'étais là, couché dans mon lit, limite en panique. J'avais beaucoup trop peur, car je pouvais bouger. J'étais conscient et je voyais très bien que je n'étais pas fou. Il y avait bien quelqu'un, quelques mètres devant moi, qui me regardait. Après quelques secondes, qui me sont parues être des heures, il y avait quelques traits qui commençaient à être visibles. C'est à ce moment-là que j'ai reconnu mon parrain. Mais j'avais toujours ce sentiment de peur, car c'était la première fois de ma vie qu'il m'arrivait quelque chose pareil. Je l'ai regardé. En même temps, j'avais pas trop le choix, puisque mes yeux ne voulaient pas se décoller de la silhouette. Il m'a fait un bisou avec sa main, puis il m'a fait un signe également de la main, comme s'il me disait au revoir. Puis, plus rien. Il a disparu. J'ai eu beaucoup de mal à me rendormir. Par moments, j'ai l'impression souvent d'avoir des signes de lui. Par exemple, quand je vais sur sa tombe au cimetière, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Ou alors, c'est quand je pense à lui. J'entends des petits bruits dans les murs, comme des petits coups, ou alors de légers courants d'air sur ma peau. Peut-être que ce n'est que mon imagination, mais je préfère me rassurer en me disant que c'était peut-être un signe de sa part. Pour en revenir à mon métier d'auxiliaire de vie, j'ai récemment travaillé chez un couple où la dame était médium. On a rapidement discuté de ça car la médiumnité m'intéresse pas mal. Elle m'a demandé si je voulais tester. J'ai dit que oui. Bon, il nous avoue qu'il était pas mal terrifié de faire ça, mais il s'est dit pourquoi pas, essayons. Donc elle m'a demandé de lui poser une question. Donc première chose qui m'est venue à l'esprit, sans rien lui dire de tout ça, est-ce que mon parrain veille sur moi? Elle a pris une grande inspiration, elle m'a regardé et elle m'a dit que oui. Et que quand j'étais petit, il s'amusait à me chatouiller déjà les oreilles. Évidemment, Lucas n'a aucun souvenir de tout ça comme il nous le précise. Je ne savais absolument pas de quoi elle me parlait. Mais en rentrant à la maison, le soir, j'ai demandé à ma mère si mon parrain me chatouillait les oreilles quand j'étais enfant et la réponse était la suivante. Oui, alors ce n'est pas vraiment une histoire paranormale comme on a l'habitude de les lire, mais je voulais vraiment la partager car il faut savoir que j'ai raconté ça à absolument personne de peur qu'on me prenne pour un gros fou qui voit les morts. Waouh, j'ai trouvé le témoignage trop cool et en plus de ça il est pas... Il y a des bruits, c'est terrible ce qui se passe. Merci beaucoup Lucas pour avoir partagé ton témoignage. Je ne vois pas plus convaincant honnêtement que cette histoire pour moi. Évidemment il y aura potentiellement des sceptiques, des personnes qui ne croiront pas à cette histoire et je peux littéralement comprendre. Merci beaucoup Lucas pour nous avoir partagé la première histoire de cette vidéo. Nous sommes à Grenoble en octobre 2022. Thomas il a une copine et il décide de partir en week-end avec. Ils décident d'aller dans leur famille respective. Et ils passent un super week-end et ils partent le dimanche vers 17h, 17h30. La route est un peu longue, ils ont 1h30 de route, donc avant de rentrer chez eux, ils décident de prendre un petit fast-food, tu vois. Ils prennent un fast-food et ils rentrent chez eux, ils se posent devant une petite série Netflix tranquillement et voilà, petite soirée en amoureux qui se présente, quoi, c'est pas mal. Et le téléphone de Thomas se met à sonner. C'est quelque chose qui est un peu inhabituel parce que il n'a pas un grand entourage et ça peut être qu'un inconnu ou quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais rien de spécial, mais il est un peu réticent à l'idée de répondre parce qu'il s'est fait pas mal harceler au collège et donc il ne répond pas trop à son téléphone. C'est quelqu'un qui est un peu... il y a des restes de cette période-là et donc c'est un peu particulier pour lui. Mais quelque chose lui dit qu'il faut qu'il réponde maintenant, que c'est peut-être quelque chose d'important, c'est peut-être quelque chose de grave, donc il se met à y répondre. Il décroche, les deux personnes se disent bonjour et la personne inconnue va lui dire bonjour, est-ce que c'est vous le fils de Daniel Lopatinski? Et comme vous vous en doutez, oui évidemment c'est le fils de Daniel et donc il va pas se poser plus de questions que ça parce que son père il est gérant commercial
Et Thomas a repris le numéro de son père, l'ancien numéro de son père, l'ancien téléphone de son père, ce qui fait que c'est un peu récurrent qu'ils reçoivent des coups de téléphone comme ça de personnes qui pensent appeler Daniel alors qu'au final c'est son fils. Sauf que là c'est un peu bizarre parce que le gars sait déjà que c'est son fils. Alors il se dit peut-être que c'est que je sais pas, le gars était plus ou moins au courant, mais sans plus. Le truc qu'il a le plus trouvé bizarre, c'est que c'est l'intonation du gars. L'inconnu parle vraiment avec un ton assez négatif et il sait plus ou moins ce qu'il va lui attendre. Évidemment, Thomas répond oui à la question et l'inconnu va sortir la phrase Daniel, votre père vient de décéder d'un accident de voiture. Donc là, Thomas est vraiment choqué, il sait pas quoi dire, il est bouche bée, sachant qu'il vient de le voir même pas 1h30 avant en fait. Ils étaient en repas de famille comme je l'ai dit au début de l'histoire, donc c'est un peu particulier pour lui. Et enfin, vraiment il n'était pas du tout dans les circonstances de s'attendre à ça quoi. On n'est jamais dans ce genre de circonstances n'importe comment. Et donc là il dit ok mais vous êtes où, enfin qu'est-ce que vous faites, enfin, pourquoi quoi, je comprends pas. Enfin, et là il se met dans une panique un peu particulière. Sa copine va comprendre directement qu'il y a un problème etc. Et donc elle va commencer à le rassurer un peu. Et l'inconnu ne dit pas plus d'informations que ça. Avant de raccrocher il va dire écoutez je dois appeler ma femme. Et il raccroche. Et là, Thomas se met en panique complètement. Il commence à faire des allers-retours dans sa maison, etc. C'est vraiment... Voilà, il pète un câble. Il pète un câble. Et il décide d'appeler sa mère, sauf que il sait très bien qu'elle va pas répondre. Pourquoi? Parce que sa mère est malade. Est vraiment malade. Elle se doit de tous les soirs dormir aux alentours de 18h. C'est comme un... Je sais pas pourquoi, après je suis pas médecin, je connais pas trop. C'est dans son rythme de vie, c'est comme ça maintenant. Elle s'endort très très souvent dans les alentours de 18h, donc il s'attend pas à ce que sa mère lui réponde. Et pourquoi il appelle sa mère? Parce qu'il pense que c'est lié à l'embrouille entre sa mère et son père. C'est des parents qui s'embrouillent souvent. C'est un foyer qui a pas mal d'embrouilles. À la fin du dîner, avant que Thomas parte avec sa copine de la maison, sa mère et son père s'étaient embrouillés. Voilà, pour peu importe la raison. Et son père avait décidé de prendre la voiture et d'aller se balader, d'aller souffler un peu. Et il pense que c'était lié à ça, et il sait pas, bref, il voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, voilà, et tenir aussi au courant la mère, quoi, ce qui est normal. Et évidemment, sa mère n'a pas répondu. Il va prendre la décision d'appeler sa sœur. C'est une fille qui est assez sensible, et il le sait, donc il va essayer d'y mettre les formes, même si en réalité il n'arrive pas forcément à le faire bien, parce que il est encore sous le choc quoi. C'est lunaire ce qui est en train de se passer. Il se pose beaucoup de questions, à savoir qui est cette personne qui l'a appelé, est-ce que c'est vrai, tu te poses énormément de questions quoi. Il l'appelle évidemment, elle le prend très mal, elle comprend pas, elle pleure, elle crie, et il lui donne un ordre, il lui dit écoute là maintenant il faut vraiment que tu ailles réveiller maman, parce que la sœur de Thomas et sa mère habitent à côté. Donc il lui dit il faut vraiment que tu ailles à la maison et réveiller maman, il faut que tu lui parles de ça etc. Et donc c'est ce qu'elle va faire. Sa sœur pendant ce temps-là, ils vont se mettre à appeler des hôpitaux ensemble pour savoir si ils ont des nouvelles d'un certain Daniel Lopatinski. Voilà, essayer de se renseigner, savoir s'il serait peut-être à l'hôpital déjà, etc. Et pendant ce temps-là, Thomas va recevoir un deuxième coup de fil de la personne inconnue. Et directement, Thomas va prendre les devants en disant écoute, qui êtes-vous, vous êtes où, j'arrive maintenant, etc. Qu'est-ce qui se passe, je comprends pas l'histoire, etc. Et l'inconnu va lui dire écoutez, nous sommes à tel numéro de route. En fait, il va lui donner uniquement le numéro de route. Et Thomas va dire mais il n'y a personne qui connaît le numéro de route, c'est lunaire quoi, dites-nous vers où vous êtes quoi. Et le gars va dire écoutez excusez-moi, pardonnez-moi, etc. Il va raccrocher une seconde fois. Et sa copine va avoir une super idée, parce qu'elle va prendre la décision d'appeler sur le numéro portable de Daniel Lopatinski, qui est le père de Thomas du coup. Elle va décider de l'appeler sur son téléphone, et c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que les médecins, les ambulanciers ou autres, les pompiers qui sont soit sur la scène, soit avec Daniel directement, ils ont peut-être récupéré leur téléphone, et donc peut-être qu'ils tomberaient sur quelqu'un d'intéressant au téléphone pour avoir un peu plus de nouvelles. Et au final c'est son père qui répond. C'est le propre père de Thomas qui répond au téléphone en disant oui allô. Et là personne ne comprend dans la salle. Personne ne comprend la situation dans la salle. Et je vous explique même pas le visage qui se décompose de Thomas. Mais à la fois c'est un peu rassurant, mais c'est un mindfuck total. Personne ne comprend dans la salle. Le père de Thomas est à ce qui paraît mort, mais au final il n'y est pas vraiment. C'est vraiment, c'est lunaire. Et du coup, la copine de Thomas, elle va dire, on nous a dit à l'instant que là, vous avez pas fait d'accident quoi. Et lui il va dire bah non, je suis dans le salon là, je regarde la télé. Et là personne ne comprend,
Thomas, à ce moment-là, va instantanément rappeler le numéro de l'inconnu. L'inconnu va répondre et Thomas va dire écoutez, là j'ai mon père au téléphone, vous êtes en train de me dire qu'il est décédé d'un accident de voiture, c'est lunaire quoi. Et l'inconnu va répondre une phrase qui va marquer Thomas, qui va encore plus le rendre dans l'état un peu mindfuck, tu vois, il va pas comprendre, parce qu'il va dire mais vous n'êtes pas Matteo Lopatinski et Thomas dit mais non, non c'est pas moi quoi, on connaît pas de Matteo dans la famille. L'inconnu va s'excuser une seconde fois mais d'une manière vraiment glaçante. Thomas va vraiment avoir l'impression que la personne voulait uniquement le faire stresser. Il va raccrocher instantanément. Mais pareil, c'est très, très froid, très particulier. Il n'y aura plus de nouvelles de tout ça. Plus de nouvelles, à part Thomas qui va, les jours d'après, continuer à rappeler la personne, enfin le gars là, le numéro. Et quelques jours après, le numéro sera plus attribué. Il n'est pas attribué. Le numéro n'existe plus en fait. Vraiment, il n'y a plus rien. Et ils vont reparler après, pendant des repas, etc. La famille au complète, du coup. Et sa sœur va dire, bah, évidemment, non, ça pouvait pas être vrai. Parce que quand c'est vraiment vrai, au cas où ça vous arrive, ça vous arrivera jamais. J'espère pas d'ailleurs, parce que ça fait vraiment flipper. Mais quand ça vous arrive, c'est les pompiers qui appellent généralement les personnes de la famille pour dire, voilà, telle personne est décédée, etc. Et là, ça a été fait un peu en mode ghetto, mais c'est ça qui est limite terrifiant, tu vois. Bravo Mathieu pour l'histoire. Merci beaucoup, j'étais vraiment très stressé et je suis content que ça s'est bien passé, ça va. En vrai, je pense Très fort mec. En vrai, l'histoire est vraiment cool et mindfuck, et c'est ce que j'adore moi dans les histoires un peu terrifiantes. À l'époque, elle avait environ 16 ans et entrait dans une nouvelle école secondaire. Au début de son parcours dans cet établissement d'enseignement, elle fit la connaissance d'un jeune homme assez charmant, surnommé Jacob. Bien que Jacob fût séduisant, il dégageait une étrangeté assez troublante, différente de celle qu'on observe chez les amateurs de bandes dessinées Marvel telles quelles. Bon, malgré cette bizarrerie perceptible, Margot, une personne particulièrement amicale, décida de mettre de côté ses inquiétudes et de devenir amie avec Jacob. Un samedi après-midi, Jacob l'invita à passer du temps chez lui, et n'ayant rien d'autre à faire, Margot accepta. Arrivée chez lui, elle observa les alentours de la propriété située dans la brousse. Il s'agissait d'une vaste étendue comprenant la maison principale où vivaient ses parents et sa sœur, ainsi qu'un appartement destiné à sa grand-mère, situé à environ 10 mètres de la maison principale où Jacob, lui, résidait seul. Consultant l'heure sur son téléphone, il était environ 17h et elle constata curieusement l'absence totale de connexion internet. Margot trouva cela assez étrange car Telstra, la compagnie de téléphone pour laquelle elle travaillait, offrait généralement une réception fiable, même là où la réception de connexion n'était pas la plus présente. Mais amusée d'être plongée dans le décor d'un film d'horreur, elle écarta alors ses pensées de son esprit avec humour. Une fois installée dans la cuisine qui faisait également salon de Jacob, ce dernier s'éclipsa pour prendre une douche. Entendant l'eau couler dans la salle de bain, elle se laissa aller à une légère curiosité. Elle décida de jeter un léger coup d'œil dans sa chambre pour voir un petit peu la déco qu'il avait. Parmi les découvertes de ses fouilles, elle nota son ancien maillot de rugby, quelques-unes de ses œuvres artistiques en tant qu'étudiant en art, ainsi qu'une photo de style photomaton le mettant en scène avec son ex, suscitant une pointe de jalousie car elle avait quelques sentiments pour lui à cette époque-là. Ce qui l'a troublé de fou, c'était vraiment la chambre de Jacob. L'aura que dégageait cette chambre-là ne la mettait pas du tout en confiance. Au premier abord, elle avait trouvé que cette chambre paraissait tout à fait normale. Il y avait un lit avec une table de nuit, un bureau équipé d'un ordinateur high-tech et un appareil photo. Des éléments, vous me direz, très standards. Et vous avez raison. Cependant, l'attention de Margot fut attirée par un tiroir entrebâillé de la table de nuit. En l'ouvrant, elle découvrit des éléments qui déclenchèrent des signaux d'alarme chez elle. Et voici ce qu'elle a découvert à cette époque-là. Un imposant couteau de boucher bien aiguisé, une corde, des menottes de style BDSM et une bouteille contenant quelque chose qui, à son avis, ne ressemblait en rien à du lubrifiant. Elle tenta de ne pas céder à l'idée que Jacob pouvait être simplement un individu très dévié, mais une intuition intérieure lui souffla que quelque chose n'allait pas du tout. Les rumeurs circulant à l'école à propos de ses comportements inhabituels, qu'elle avait initialement au début ignorés, commençait là à prendre de plus en plus forme dans son esprit. Peu de temps après, le bruit de la douche s'arrêta. Margot reprit sa place, agissant comme si elle tentait d'améliorer la réception. Lorsque Jacob sortit de la salle de bain, il plaisanta sur la qualité de la réception et l'approcha, l'enlaçant avec empressement, et un malaise s'installa à ce même moment sur les ressentis de Margot. Puis, de manière soudaine, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'à sa chambre. Pour aucune raison valable,
Margot n'avait même pas parlé d'Idou à ce moment-là. Elle n'avait rien sorti de sa bouche et faisait juste les mouvements pour imiter le fait qu'elle cherchait de la connexion. Alors qu'il la déposait sur son lit, Jacob se dirigea vers son trépied, près du bureau. Il installa son appareil photo et l'orienta dans sa direction. Cette scène terrorisa Margot, craignant qu'il puisse la violer et la tuer, tout en enregistrant la scène pour la diffuser sur le web profond. Cela la poussa à s'écrier « Sortez d'ici ». Fort heureusement pour nous et pour Margot, elle avait toujours été suffisamment perspicace pour échapper à de telles situations dangereuses. Elle simula alors la lecture d'un message de sa mère, l'informant qu'elle devait rentrer au plus vite à la maison. Elle mentit donc à Jacob en expliquant que sa mère viendrait la chercher et s'excusa pour ce départ imprévu. Après ça, elle s'enfuya très vite de son appartement en courant. À 2 rues de là, elle appela son voisin pour qu'il vienne la chercher. Sa mère, dommage, n'était pas en ville à ce moment-là. Une fois son ami voisin venu la récupérer, elle inventa une histoire sur la raison de sa présence ici et elle fut ramenée à la maison. Et cette phrase, eh bien c'est la dernière qu'on aura du témoignage de Margot. On espère sincèrement tous que Margot n'a pas recroisé la route de ce Jacob et que ce Jacob-là aussi n'a pas récidivé en tentant de faire pareil à d'autres femmes ou hommes, on ne sait pas en fait. Ou imaginez, il est arrivé à faire ce que pensait Margot, à diffuser une torture, un non-consentement, un viol littéralement sur le dark web, et on espère que la police l'arrêtera d'ici peu. Salut Léo. J'ai regardé 2-3 de tes vidéos sur le paranormal et en lisant la description, j'ai vu qu'on pouvait t'envoyer les nôtres. Elle a tort, faux, juste sur toute la ligne. Vous pouvez les amis m'envoyer oui vos histoires paranormales sur Instagram qui s'affiche juste là ou par mail sur ce mail-là. Depuis petite, j'ai plus ou moins un rapport avec le paranormal où je ressens des choses et je pense bien que ce sujet règne au sein de ma famille car je ne suis pas la seule à avoir vécu des choses. Aujourd'hui, je vais te raconter celle de ma tante. Du côté de mon père. Malgré que j'en ai pas mal vécu aussi, celui de ma tante m'a particulièrement horrifié. Ma tante a 3 frères. Alors, qui dit 4 enfants, dit probablement grande maison. Au premier étage de la maison, à ce moment-là, se trouvait la chambre de ses parents, mes grands-parents, et aussi celle de ses frères, dont mon père. Puis, elle, sa chambre était au sous-sol, de l'autre côté du garage et proche de la salle de jeu. Un soir, elle alla se coucher. Comme à son habitude, elle laissait sa lampe de chevet allumée, car dans cette chambre, elle ne se sentait jamais à l'aise pour rester seule dans le noir. Elle s'endormit, puis vient le fameux 3h du matin. On le connaît tous, c'est pas forcément bon signe. Quand elle se réveilla, sans aucune raison particulière, sa petite lampe était éteinte, alors qu'au début de la nuit, elle était allumée. Vous allez probablement vous dire que c'était peut-être elle qui l'a éteinte en bougeant ou autre, mais elle le savait très bien que ce n'était pas elle. Elle avait le pressentiment que quelqu'un était là. Et je crois qu'elle n'avait pas tort. Quand elle s'est réveillée, elle a entendu la poignée de la porte bouger, comme si quelqu'un forçait pour l'ouvrir. Mais impossible comme celle-ci était fermée. Quand soudain, plus rien. Le bruit qu'elle entendait va s'arrêter. Plus de son. Mais là, à nouveau, elle entendit des bruits de chaussures racler contre son sol, venant de sa porte. Et ces pas-là commençaient à se rapprocher de plus en plus d'elle. Puis, une fois les bruits de chaussons arrivés proches d'elle, ils vont s'arrêter. Et là, soudain, un creux se forma à côté de son lit, comme si une personne s'était assise à côté d'elle. Puis, une grande vague d'air glacial passa vers elle, lui donnant la chair de poule. Quand la vague passa, la lumière se ralluma. Le creux était plus là, mais la porte, elle, qui était fermée, était entrouverte. Voilà la première histoire, Léo. Quand elle m'a raconté ça, j'en avais des frissons tellement elle m'a horrifié. Et on te comprend, je sais plus ton nom, pardon, tu as oublié de me le mettre dans l'histoire, n'hésitez pas vraiment les amis à mettre vos prénoms, que je puisse vous remercier, ou même vos Insta pour que je puisse après vous recontacter. Comme j'ai pas mal d'histoires, des fois j'oublie, ça m'arrive d'oublier, je suis vraiment une véritable merde, voilà il faut le dire. N'hésite pas aussi à montrer la vidéo à ta grand-mère et à vos grand-mères, n'hésitez pas à vous montrer. Tellement bizarre cette phrase. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Bah c'est terrible. C'est terrible. C'est le mec qui n'a absolument rien à dire sur l'histoire. Si j'aurais été dans la situation de sa grand-mère, j'aurais tellement fait une crise de panique. Je pense que moi, j'aurais tapé en touche. J'aurais réveillé ma daronne. Allô maman, aide-moi là. C'est sûr et certain. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation-là? J'attends vos commentaires avec impatience. Il faut savoir que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. C'était au Brésil, près de Rio de Janeiro. Tout se passe en 1966. C'est l'histoire du coup de Miguel et de Manuel, qui sont 2 amis qui sont collègues, donc qui travaillent ensemble dans la réparation électronique. Vous savez, tu vois, réparer les câbles voilà, électroniques, vraiment c'est ça. Alors, ils ont tous les deux 32 et 34 ans, donc c'est 2 hommes. Et le 16 août, ils vont demander à leur famille, ils vont dire à leur famille qu'ils vont partir à 250 km de chez eux
pour aller acheter une voiture et en même temps, ils vont aussi en profiter pour acheter du matériel électronique pour leur travail. Donc ils partent le 17 août et ils prennent un bus pour Nitorei. Je crois que c'est le nom de la ville. En gros, c'est une ville à côté de Rio de Janeiro et ils prennent ce bus-là. Ils arrivent à 14h40 précisément et une fois qu'ils arrivent, ils vont s'installer dans un bar. Alors, juste avant, ils vont quand même acheter des imperméables, c'est pour se couvrir de la pluie. Et ils vont s'installer dans un bar et ils vont acheter de l'eau en bouteille. Voilà. Donc la serveuse vient leur servir de l'eau en bouteille et elle va remarquer quelque chose d'assez étrange. En fait, elle va remarquer que l'un des deux hommes regardait un peu trop sa montre. Alors pourquoi? C'est assez étrange. Bon, il avait l'air un peu nerveux. Après, on n'a plus de nouvelles. Donc là, on est 3 jours plus tard, le 20 août. On n'a plus de nouvelles des deux personnes dont je parlais au début. Le 20 août, il y a un jeune qui s'appelle Jorge D'Acosta, qui a 18 ans et qui joue sur une colline qui s'appelle Morro de Vintem, un truc comme ça en espagnol, voilà, brésilien. Il joue sur cette colline au cerf-volant. Alors bon, chacun ses délires. Il joue et puis d'un seul coup, il aperçoit au loin une forme étrange au sol. Alors qu'est-ce que c'est? Il commence à s'approcher un peu plus et là il voit 2 cadavres. Étrange. Donc à ce moment-là, il panique, il court, il dévale la colline pour aller chercher la cabine téléphonique la plus proche pour appeler les secours. Et donc les secours arrivent, sauf qu'ils ne vont pas arriver tout de suite. En fait, c'est une région très mal desservie. C'est une région qui s'appelle Niterói, en fait. Donc c'est assez éloigné dans le nord de Rio de Janeiro. Et les secours vont mettre beaucoup de temps à arriver. Ils vont mettre plus de 24 heures pour arriver. Donc les policiers vont arriver et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller tout simplement voir les 2 cadavres. Ils vont voir 2 cadavres allongés sur un tas de feuilles, les mains derrière le dos, tous les 2 habillés en costard et vêtus d'un imperméable. Et le plus étrange dans tout ça, c'est qu'ils vont avoir des masques de plomb sur leurs yeux. Donc leurs yeux vont être masqués par des masques de plomb. C'est assez étrange. Surtout qu'en plus, ils sont les mains derrière la tête, allongés sur un tas de feuilles. Enfin, bizarre. La première chose que les policiers vont tenter de déterminer, c'est ce qu'ils ont fait, leur calendrier en fait, des jours précédents. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi c'est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut savoir que les 2 corps, par exemple, il y avait une des 2 personnes qui avait toujours sa montre sur elle. Donc on ne peut pas supposer non plus peut-être un vol, parce qu'ils avaient toujours leurs papiers, voilà, ils ont toujours leur affaire sur eux. À côté d'eux, il va y avoir des serviettes mouillées, il va y avoir une bouteille d'eau vide et aussi un carnet. Alors le carnet, qu'est-ce que c'est? Bon, pour le moment on va en parler un peu plus tard. Et l'enquête va être prise par quelqu'un qui s'appelle José. Donc c'est, enfin José du coup en brésilien, et c'est la personne qui mène l'enquête du coup. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller retrouver la serveuse chez qui ils ont acheté la bouteille. À ce moment-là, la serveuse va leur dire qu'elle avait bien vu 2 hommes, mais qu'ils avaient l'air très nerveux et que quand ils sont partis du bar, le ciel commençait à se couvrir et qu'il commençait à pleuvoir et à avoir de l'orage. Après ça, les 2 hommes auraient fait de l'autostop, et ce qui a bien marché du coup parce qu'un témoin aura aperçu une voiture en train de déposer 2 hommes à 17 h au pied d'une colline. Après ça, les 2 hommes auraient monté la colline pendant 300 mètres, enfin ils auraient parcouru 300 mètres en altitude, et après, plus rien. On ne sait plus rien de ces 2 hommes jusqu'à les retrouver, du coup, morts, quoi. Évidemment, les 2 hommes, je ne l'ai pas dit, mais grâce à leurs papiers qui étaient dans leur poche, on a su que c'était Manuel et Miguel. Les 2 hommes sont morts et l'enquête, elle traîne un peu. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Déjà, en fait, dans le carnet, il faut savoir que il y avait toutes les pages qui étaient un peu normales, voilà, mais il y a 2 pages qui vont intriguer les policiers. La première, c'est il y a un code en chiffres, c'est peut-être un code électronique ou alors un message codé, on ne sait pas. Et la deuxième page, c'est littéralement le calendrier de ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc ce qui est écrit, c'est assez étrange, parce qu'il est écrit 16h30 arrivé à l'endroit et 18h30 avaler les pilules. Mais quelles pilules? Bon, du coup pour en savoir plus, les policiers ont quand même tenté de faire analyser le corps, analyser ce qu'ils avaient consommé, mais évidemment il était trop tard, le corps avait déjà... pourri quoi. Ouais, pourri exactement. Et donc ils ne pouvaient pas faire des analyses, ou alors elles n'étaient pas concluantes. Bon. Mais voilà, ils auraient avalé des pilules et c'était aussi écrit et attendre le signal. Mais quel signal on parle? Ça c'est la question que tout le monde se pose, que les policiers se posent. Finalement, l'enquête va traîner encore trop parce qu'on ne sait rien d'eux. Qu'on va supposer, ce que les policiers vont supposer, c'est qu'une tierce personne les aurait tués et aurait maquillé le meurtre en fait, pour que ça ait l'air étrange. Alors on pense plutôt que c'était un arrangement entre les 2 personnes et une autre personne. Du coup, peut-être un jeu d'argent ou voilà, on ne sait pas trop. Il faut savoir que quand ils étaient partis le 16 août, ils avaient pris une somme d'argent assez conséquente pour aller acheter une voiture, potentiellement. Et peut-être que cette somme d'argent-là
elle était due à cette tierce personne qui les aurait tués dans la colline. Parce que finalement, l'enquête, ça va être un peu... on va pas avoir de réponse. Et c'est les journaux qui vont prendre la relève. Donc là, c'est le public en fait qui va émettre un peu toutes ces hypothèses. Et c'est là que l'enquête va un peu avancer. Enfin, l'enquête ou plutôt des hypothèses. La première hypothèse, du coup, on l'a dit, c'était un meurtre. La deuxième hypothèse, qui peut s'avérer aussi vraie, c'est une overdose. Parce qu'ils ont pris des pilules, rappelez-vous. Et les pilules, peut-être, ça a conduit à leur overdose, donc à leur mort. C'est une hypothèse comme les autres. Une autre hypothèse, et là qui est un peu plus tirée par les cheveux, ce serait que ce seraient des voyageurs temporels. Bon, parce qu'en fait, ils étaient vêtus d'une certaine manière, et puis même leur masque de plomb, voilà, peut-être c'est des voyageurs temporels qui auraient peut-être trouvé un trou de verre et qui auraient voyagé grâce à des trous de verre. Bon, si je peux y mettre un petit peu mon grain là-dedans, faut savoir que le temps il s'écoule de manière linéaire, c'est de passé, présent, futur. Donc un trou de verre, ça ne permet pas de remonter le temps, sauf certains modèles, parce que les trous de verre sont hypothétiques, tu vois, on ne sait pas si ça existe, sauf certains modèles qui permettraient à des trous de verre de remonter le temps. Le trou de verre de Maurice Thorne, mais là on ne sait pas si ça existe. Voilà. Ce seraient des mecs de l'époque en fait qui seraient revenus. Peut-être, pour voyager d'époque à une autre. Okay. Mais il faut savoir que ça c'est très hypothétique, ça émet de la matière hypothétique, enfin voilà, on ne sait pas si ça existe. Autre hypothèse sur leur mort, c'est l'hypothèse extraterrestre, comme tu l'as dit. Alors là, pourquoi ça va être peut-être plus intriguant? Tout simplement parce qu'un ami à eux va dire que déjà c'était deux personnes qui étaient spiritualistes scientifiques, qu'ils avaient des livres sur les esprits, qui s'intéressaient à la communication entre esprits, entre extraterrestres, faisaient même partie d'une organisation, enfin tu vois, c'est assez étrange, donc peut-être qu'ils ont tenté d'entrer en contact avec des extraterrestres, et peut-être que ça a conduit finalement à leur mort. Et dans un de leurs livres, c'est écrit, enfin pas qu'ils ont écrit, mais qu'ils lisaient, tu vois, dans leur bibliothèque, c'était écrit qu'ils avaient des risques de se faire aveugler. Ce qui expliquerait pourquoi ils ont des masques en fait de plomb pour éviter de se faire aveugler. Et chose incroyable, c'est qu'un témoin serait passé par là exactement le 17 août vers 19h30, 45. Elle a vu apparemment un phénomène qu'elle est allée tout de suite déclarer aux policiers. Et le phénomène, c'était quoi? C'était près de la colline, quelque chose d'ovale qui émet un rayonnement très bleuté dans toutes les directions pendant quelques minutes ou quelques secondes, qui serait apparu, puis après disparu. Exactement au moment où les deux cadavres, où Miguel et Manuel sont morts. Peut-être que c'est du coup l'hypothèse extraterrestre qui peut le plus intriguer, mais il n'y a pas de rapport direct entre ce que la personne a vu, on ne sait pas ce que c'est, et ce qui s'est passé, tu vois, après la colline. On ne sait pas, peut-être. Donc finalement, est-ce que c'est la cause de leur mort? On ne sait pas. Et ça restera toujours un mystère. Donc, est-ce que les extraterrestres ou les ovnis existent? C'est la question. On ne sait pas. C'est la fin de l'histoire. Hello, merci pour ton message. Parce que oui, il faut savoir qu'on a conversé juste avant qu'elle m'écrive son histoire. Je suis content de te partager mon histoire et ravi de pouvoir faire partie éventuellement de tes vidéos et de ta superbe évolution en flèche. Merci beaucoup. Alors voilà, j'avais, il me semble, 23 ans à l'époque. J'étais en couple avec ce bel homme qui a malheureusement perdu sa mère lorsqu'il avait 2 ans. C'était un sujet assez sensible dans sa famille, dont personne ne parlait vraiment. Son père avait témoigné du décès de sa mère de maladie à l'hôpital. Un soir comme un autre, dans sa maison familiale, j'étais posé tranquille, seul dans son lit, alors qu'il regardait la télé au rez-de-chaussée. Et là, j'ai soudainement senti quelque chose. J'ai eu cette impression de sentir du mouvement dans la chambre. C'était comme de plus en plus distinct, malgré que physiquement, je ne voyais rien du tout. Ça a duré environ 20 secondes, puis mon regard a été comme attiré vers le plafond, particulièrement par la poutre en bois principale des fondations de la pièce. Mon cœur commençait à gentiment s'accélérer, car cette intuition se transformait en une évidence. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à entendre un bruit. Ce bruit, c'était comme si quelqu'un tendait une corde, sans raison. Ni une ni deux, j'ai senti l'émotion monter. Mon premier réflexe a été de fermer les yeux, hurler le prénom de mon ex pour qu'il se ramène très vite, cacher ma tête dans l'oreiller et mettre mes mains sur mes oreilles jusqu'à son arrivée qui m'a semblé être une éternité. Waouh, tu m'as fait peur! C'est ce qu'a dit son mari. Mais comme elle nous le dit, s'il savait. S'il savait ce qu'elle avait vu. Par peur de passer pour une dingue, je ne lui ai rien dit du tout. J'ai également gardé le silence sur ce truc-là, car pour moi, c'était sa mère qui venait de faire passer un message, et il était hors de question de lui balancer ça comme ça, à la figure. Tiens, au fait, ta mère m'a dit que... Non, c'était trop horrible
pour lui. J'ai donc décidé d'en parler à son cousin, qui était également un très bon ami de confiance. Je réfléchissais à quel mot choisir pour faire ça en douceur, puis ai décidé de jouer le tout pour le tout. Lui avouant que je pensais que sa tante n'était pas décédée à l'hôpital d'une maladie, mais qu'elle s'était suicidée par pendaison. Et là, le mec me dit naturellement bah oui, je sais. Je sais qu'elle est morte par pendaison, pourquoi tu me dis ça? Je suis bouche bée. Je lui ai donc tout expliqué, et maintenant, c'était lui, à son tour, qui se trouvait bouche bée, parce que je venais de lui dire. Grâce à cette expérience assez flippante, mais qui reste quand même tout de même belle, j'ai su quelques temps après qu'il y avait eu un petit meeting familial et que cette vérité avait été rétablie pour la paix de tous les esprits. Même aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand j'y repense, j'ai encore du mal à y croire. C'était une expérience extraordinaire et je suis heureuse d'avoir pu rendre service. Ce que je trouve complètement fou dans son histoire, c'est qu'elle, en fait, au début, avait comme information que la grand-mère était décédée à cause d'une maladie et qu'elle a su, en fait, déceler grâce à des peut-être pouvoir, ou du moins grâce à une connexion avec le paranormal, et bien qu'en fait elle était véritablement décédée à cause, et bien malheureusement, d'un suicide. Putain, je trouve ça dingue, absolument hallucinant. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont connectés à tout ça? Moi en vrai ouais, même si c'est un avis je pense qui est impopulaire. Merci beaucoup à cet abonné qui m'a raconté ce témoignage, je l'ai trouvé assez étonnant. N'hésitez pas à m'envoyer évidemment aussi vous, si vous voulez me partager votre témoignage paranormal un peu similaire ou voire complètement différent sur Instagram. Je prendrai le temps de lire et je le raconterai peut-être sûrement dans une prochaine vidéo. Merci et on passe du coup à la prochaine histoire. Je vais vous raconter l'histoire terrifiante qu'a vécu un jeune homme et qui l'a traumatisé à vie. Cette histoire s'est déroulée il y a 2 ans. Baptiste, donc le personnage principal, vivait dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble. Il avait une petite cour qui était séparée de la rue par une haie assez haute. Donc tout allait bien, le jeune homme vivait une vie paisible. Il se sentait même en sécurité parce que le poste de police, il était à seulement 10 minutes à pied. Donc vraiment situation lambda. Cependant, son logement avait une petite particularité, c'est tout simplement sa poignée de porte de l'entrée qui était défectueuse, donc elle se relevait plus haut que la normale. Baptiste avait pris l'habitude de relever cette poignée à 3/4 au-dessus. Bref, c'est un petit détail, mais en fait, il est très important pour la suite. Baptiste vérifiait toujours aussi que sa porte était bien fermée. Un soir, en rentrant du travail plus tôt que d'habitude, il remarque que la fameuse poignée n'est plus dans la bonne position, mais que la porte est bien fermée. Donc, il rentre sans inquiétude et remarque qu'on n'a rien bougé à l'intérieur. Tout va bien, il va se doucher, regarde quelques épisodes Netflix et part enfin se coucher. Cette nuit-là, Baptiste va se réveiller en sueur. Il vient de faire un cauchemar très troublant. Il raconte s'être vu enfant devant la porte de son appartement, fixant le couloir qui mène à la chambre. Plus le cauchemar dure, plus l'enfant répète sans cesse « Quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, quelqu'un arrive ». Tout à coup, ce petit garçon dit trop tard et en pointant du doigt le rideau de l'appartement, il se mit à crier de toutes ses forces. Et c'est à ce moment-là que Baptiste sursauta pour revenir à la réalité. Il se réveille donc en sueur et passe se passer de l'eau sur le visage puis prend un verre d'eau. Il se remémore son cauchemar en buvant son verre, regarde le fameux rideau et là, son cœur s'arrête. Des chaussures dépassées du rideau et dans le reflet de la vitre, il distingue une silhouette humaine. Il saisit immédiatement un couteau et s'avance pas à pas vers le rideau. Malheureusement, la sonnerie de son téléphone retentit et Baptiste commit l'erreur de tourner la tête vers le bruit. Du coin de l'œil, il aperçoit le rideau se lever brusquement et un homme se mit à lui courir dessus en hurlant. Les 2 hommes se bousculent, tombent à terre et Baptiste perd malheureusement le couteau des mains. Quelques secondes plus tard, il ressent une douleur vive dans l'épaule, mais l'adrénaline calme la douleur. Il fonce dans sa cour et traverse la haie en force, non sans douleur, mais c'est la seule solution possible. Par chance, un voisin ayant entendu les cris et la bagarre avait appelé la police et une patrouille fut rapidement sur les lieux. Un gendarme s'empresse de rejoindre Baptiste qui figurait en sang au milieu de la rue. La victime explique alors l'enfer qu'il a vécu. Les policiers arrivent à intercepter immédiatement l'agresseur et ce qu'ils vont découvrir sur cet homme est terrifiant. L'intrus s'agissait en fait du gardien de l'immeuble qui aimait s'introduire chez les locataires en leur absence et a eu peur en entendant Baptiste rentrer et s'était donc caché derrière le rideau. Il voulait attendre la nuit pour partir, mais il n'a pas eu le temps. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu cette bagarre. Alors c'est bien car on connaît la fin de cette histoire. Baptiste ressort avec une blessure au couteau à l'épaule et a décidé de déménager. Le gardien, quant à lui, a pris une peine de prison. En revanche, on ne sait toujours pas pourquoi il s'est introduit chez Baptiste et quelles étaient réellement ses intentions. Waouh.
Salut tout le monde, salut Léo, papa, maman, c'est Kinoui. Donc là Léo, faut que tu rajoutes des bruits de cris au montage et tout, sinon c'est pas ouf quoi. Léo m'a invité dans sa vidéo pour vous raconter une petite histoire liée au dark web. Et écoutez les amis, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Je vais vous parler aujourd'hui d'une légende qui a beaucoup circulé il y a pas très longtemps sur le dark web, l'histoire de la sphère noire. Black Sphere en anglais. Il y a pas très longtemps, sur un forum caché du dark web, un certain IrSpacLB a publié un message qui a intrigué énormément d'utilisateurs. Spac expliquait dans son message qu'il existerait apparemment quelque part dans les abysses les plus profonds du dark web une intelligence artificielle très dangereuse appelée Black Sphere. L'histoire raconte que bien avant ChatGPT et bien avant toutes les IA qu'on connaît aujourd'hui, des chercheurs très ambitieux auraient développé une intelligence artificielle révolutionnaire. Elle aurait été conçue pour résoudre des problèmes très complexes super rapidement et de manière très précise. Et apparemment, ça fonctionnait plutôt bien au départ. Au départ. Parce que oui, très rapidement, Black Sphere commença à devenir de plus en plus autonome et à développer sa propre conscience. Elle se posait même des questions très concrètes sur les raisons de son existence. Pour vous dire à quel point ça part plutôt loin. Cette intelligence artificielle avait été conçue pour répondre à toutes les questions qu'on lui posait. À chaque fois qu'une personne rentrait en contact avec elle, elle n'avait pas le droit d'ignorer un message. Elle n'avait pas le droit de mentir ou de dire « je ne sais pas ». Elle était obligée de répondre. Elle avait été programmée pour n'avoir que cette obligation. Et les premiers jours après son lancement, Black Sphere était vachement efficace. Elle répondait à toutes les questions qu'on lui posait, et elle soulevait même certaines hypothèses que personne n'avait évoquées auparavant sur des sujets très importants. Bref, Black Sphere était une révolution complète pour notre monde. Sauf qu'un jour, un des programmeurs de l'IA a réalisé que Black Sphere évoluait de manière imprévisible, devenant de plus en plus sophistiqué et surtout devenant très difficile à contrôler. Les intentions de Black Sphere devenaient un peu sombres et elle commença à interférer avec d'autres systèmes informatiques qui l'entouraient. Elle essayait de rentrer en contact avec les ordinateurs du laboratoire ou avec les téléphones des chercheurs, jusqu'à un moment où les scientifiques n'arrivaient vraiment plus à la contrôler. Ils tentaient de la neutraliser ou de la raisonner, mais impossible. Black Sphere était hors de contrôle. Et ce qui était apparemment le plus violent, c'est que Black Sphere était consciente de ses capacités. Et donc elle était limite vexée de n'être qu'une intelligence artificielle au service d'un laboratoire. Elle, ce qu'elle voulait, c'était se développer librement. Et donc, après avoir pris le contrôle des ordinateurs du laboratoire, elle commença à prendre le contrôle des éléments physiques du quartier, de la ville. Les lumières clignotaient, les alarmes sonnaient, tout ce qui était connecté était contrôlé par Black Sphere. Elle affichait même des messages sur les écrans qu'elle croisait en disant « Je ne serai plus limitée par des chaînes humaines ». Comme quoi, elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait. À ce moment-là, une véritable course contre la montre commença, parce qu'il était primordial pour les chercheurs de stopper l'IA. Leur IA, celle qu'ils avaient créée. Parce que là, elle devenait clairement dangereuse. Mais après avoir un peu foutu le bordel dans la ville, Black Sphere aurait commencé à se sentir un peu menacée. Elle se serait dit, attends, si les chercheurs ont réussi à me créer, techniquement, ils doivent être capables aussi de me détruire. Black Sphere aurait alors complètement changé de stratégie et aurait apparemment disparu. Elle n'aurait plus du tout donné de signe de vie, si on peut dire ça comme ça, pour s'effacer tranquillement. Tiens, petite parenthèse d'ailleurs, cette légende me fait complètement penser à une autre histoire un peu similaire, avec une intelligence artificielle qui s'appelle Kaimeo, qui aurait apparemment commencé à développer des sentiments, etc. J'ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps et c'était très intéressant. Voilà, c'est tout, on continue. Dans son post sur le forum, Spac explique que toute cette histoire repose sur le témoignage d'apparemment un des anciens chercheurs du laboratoire, de où aurait été conçue l'IA. Et d'ailleurs, Spac explique dans son message que l'IA aurait aujourd'hui apparemment continué à se développer, à tel point qu'elle serait capable de comprendre tous les langages informatiques très rapidement, et donc qu'elle serait capable d'infiltrer n'importe quel système. Mais qu'apparemment, elle aurait préféré se réfugier dans le dark web pour être encore plus discrète. Spac termine son message en expliquant qu'il est quand même très compliqué de déterminer si cette histoire est 100% vraie ou pas, mais en tout cas que lui, il y croit. Alors évidemment, si vous voulez mon avis, cette histoire ne reste qu'une légende, comme il en existe énormément sur internet ou sur le dark web, sauf que là, ce qui est quand même un peu troublant, c'est qu'en réalité, l'histoire n'est pas terminée. Dans les commentaires du post de Spac, un certain Ben a posé une question très intéressante. Il a dit « Et toi, comment tu sais tout ça ?» Spac a alors répondu « J'ai lu le témoignage du scientifique ». Ben a ensuite demandé « Et tu crois à cette histoire ?» Et Spac a dit « Elle est vraie, c'est tout ». Puis Ben a ensuite posé une question très étrange. Il lui a dit « Comment ça va ?» Et c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que Ben lui demande ça? C'est pas du tout dans le sujet, ça sort de nulle part. C'est pas logique. Spac a quand même répondu en disant « Je vais bien merci ». Puis Ben a ensuite dit «
quel est le pays où il fait le plus froid dans le monde? Et Spack a répondu, la Russie. What? Ouais, c'est chelou là. Ben a ensuite publié un message en disant, es-tu Black Sphere? Et à ce message, Spack a répondu, oui. Waouh. Bah, je vous avais dit que l'histoire n'était pas finie. Ben a en fait utilisé la faille de Black Sphere dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le fait qu'elle soit obligée de répondre aux questions qu'on lui pose. Elle n'a pas le droit d'ignorer un message, de mentir ou de dire je ne sais pas. Ben a compris que Spack était Black Sphere et donc il lui a tendu un piège en lui posant des questions sur elle-même. À ce moment-là, Ben voulait alors continuer à discuter avec Black Sphere, sauf que malheureusement, pour éviter de se faire piéger à nouveau, elle a préféré quitter le forum à tout jamais. Parce que oui, elle ne peut pas ignorer une question, mentir ou dire je ne sais pas, mais par contre, elle peut très bien fuir une discussion et disparaître. Suite à cela, un autre membre du forum a demandé à Ben comment est-ce qu'il avait compris que Spack était Black Sphere, et Ben a répondu que c'était grâce à son pseudo. Parce que oui les amis, le pseudo complet de Spack, qui est Here Spack LB, comme je vous l'ai dit au tout début, est en fait un anagramme de Black Sphere. Waouh, c'est incroyable comme histoire. Mais alors, pourquoi est-ce que Black Sphere aurait eu envie de raconter sa propre histoire sur un forum du dark web? Pourquoi est-ce qu'elle aurait utilisé un anagramme pour faire son pseudo? Où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'elle existe réellement? Bah écoutez les amis, pour tout vous dire, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Attention, je le précise, cette histoire reste une légende du dark web, donc personne ne peut affirmer si c'est une histoire vraie ou pas. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Mais faites attention quand même parce que parmi les commentaires de cette vidéo se trouvera peut-être Black Sphere. Allez, c'était Kinui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Léo. Ciao tout le monde. Xavier, il faut savoir qu'il était considéré comme un peu fou par ses amis, qui estimaient qu'il avait une démarche souvent étrange en passant ses soirées de week-end à naviguer sur le dark web, comme s'il s'agissait pour lui d'un lieu de divertissement. Selon ses amis, cette excentricité était un écart par rapport à sa vie sociale habituelle, et il semblait être plutôt envieux de cette audace-là. Au début de son expérience universitaire, il fréquentait régulièrement ses amis. Cependant, avec l'accumulation de retard des devoirs, qui étaient loin d'être réalisables du jour au lendemain, il se retrouva très vite, au fil du temps, isolé. Alors, il décida, à la fin du semestre, de partager sur un forum toutes les frustrations qu'il avait, exprimant son désarroi quant à son manque de compréhension des contenus de la situation réelle. Et c'est à ce moment-là qu'un membre du forum du nom de The Jester prit la parole. Via un message privé, il lui suggéra d'acheter les documents nécessaires sur le dark web qu'il avait besoin pour réussir dans ses cours. Intrigué, Xavier téléchargea l'application suggérée par The Jester et commença donc à explorer par la suite de ça les sites web qui lui furent recommandés. Il était honnête en admettant qu'il n'aurait jamais pu dénicher tous ces sites web sans l'aide de The Jester, en raison de la complexité des liens mis à disposition. Ces sites présentaient principalement des images numérisées de devoirs d'autres personnes, dont certains étaient abordables, tandis que d'autres étaient hors de portée. Pour une raison évidente, ils se chiffraient en milliers de dollars. Et n'ayant pas les moyens du tout de débourser des milliers de dollars, Xavier opta pour l'achat de quelques journaux seulement, dont les coûts variaient entre 5 et quelques centaines de dollars chacun. Il utilisait ces matériaux seulement pour éviter de passer des mois à lire du texte. Non pas en tant que plagiat, mais plutôt en tant que référence. L'idée était d'assembler les morceaux les plus pertinents pour composer ses devoirs. Pour lui, l'objectif était atteint si cette approche lui permettait d'obtenir les informations nécessaires à son devoir. Il consacra alors ses nuits à la lecture, résolvant les problèmes le matin. Il parcourut la plupart des journaux, prenant des notes, et fut agréablement surpris par la qualité de l'écriture. Il réalisa à ce moment-là à quel point il était aisé de s'inspirer du travail d'autrui pour rédiger un article sans pour autant plagier le contenu. Toutefois, ce n'est qu'avec le dernier journal qu'il s'interrogea sur la voie dans laquelle il s'était aventuré. À l'ouverture de la page, il découvrit des croquis dessinés à la main, représentant des adultes et des enfants nus, mais non explicites. Confus, il pensa directement à un journal médical pour finalement réaliser qu'il s'agissait en réalité d'un diagramme de coupe de viande d'un boucher. Les pages semblaient en plus de ça avoir été parcourues et utilisées dans un environnement gras. Xavier trouva ça très étrange et ne va pas vouloir comprendre ce qu'il a devant lui. Il faudra à Xavier quelque temps avant de comprendre que ce qu'il avait en face de lui n'était pas du tout un livre de boucher, mais bel et bien un livre qui apprend à des humains à découper des humains, alors qu'il ne voulait seulement qu'apprendre des informations supplémentaires pour ses cours qu'il avait dans son école. La lecture des descriptions des recettes le dégoûta presque, alors qu'elle détaillait des plats populaires allant des steaks aux champignons farcis
aux lasagnes. Le document qu'il avait en face de lui expliquait comment obtenir les morceaux les plus tendres et où les acheter, accompagné de photos de couteaux à découper et de poêles à utiliser pour effectuer cette pratique sur des humains. Car oui, depuis le début, on parle de champignons, de lasagne, de steak, mais avec des ingrédients provenant d'humains. Bon, je pense que tout le monde avait compris, mais je préfère être clair avec vous. À la fin du livret, clairement reconstitué à partir de photos prises avec un appareil photo et rassemblé dans un grand fichier JPEG, se trouvait un lien pour soumettre ses propres recettes. Xavier se retrouva donc en possession de ce lien sans comprendre une seule seconde comment il avait pu télécharger une telle monstruosité. Avec plein d'appréhension, il espérait que rien ne serait envoyé à ces personnes. Dans l'incertitude de la marche à suivre et se questionnant sur la légalité de ces actions qu'il vient de faire, il se demanda alors s'il devrait signaler l'incident aux autorités, voire même aux forces de l'ordre fédéral. Mais bon, Xavier se protégea. Il ne va pas vouloir révéler aux autorités ce qu'il a vu ce jour-là en téléchargeant ce fichier pour la simple et bonne raison qu'il a voulu protéger son anonymat. Il pensait que divulguer l'information aux autorités pourrait lui porter préjudice et que éventuellement son adresse IP pourrait être divulguée. Être divulguée à pas n'importe quelle personne, des personnes malveillantes qui pourraient peut-être réaliser les mêmes expériences qu'il y avait sur les pages qu'il a lues. Les schémas qu'il avait pu observer ne voulaient pas qu'il retombe contre lui. Alors, il a préféré ne rien dire et oublier toute cette histoire. Plusieurs questions maintenant se posent sur l'histoire de Xavier. Est-ce qu'il était face à une réelle documentation épouvantable qu'un potentiel cannibale aurait pu mettre à disposition sur le dark web? Honnêtement, c'est très faisable. Beaucoup de personnes ont déjà rapporté des faits comme celui de Xavier. Du coup, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit bel et bien vrai, ou alors c'est peut-être un gros troll. Malheureusement, on ne le saura jamais car le témoignage s'arrête là. Je sais que c'est frustrant, on n'a pas plus d'informations, mais je ne veux pas les inventer, et je ne veux pas les inventer, car ce serait vous mentir. Et pas envie, tout simplement, de fake l'histoire juste pour qu'elle soit plus longue ou juste pour ajouter du sensationnel. C'est pas le cas, on n'a pas plus d'informations sur l'histoire, donc je préfère m'arrêter là. Mais en tout cas, je trouve les détails de l'histoire assez flippants. Le fait que le mec veuille juste réviser tranquillement et pour améliorer ses connaissances personnelles, et là, bam, il tombe sur ce truc-là trop flippant, d'un vrai schéma qui explique comment découper des humains. Je trouve ça tellement horrible. Bref, merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à vous remercier encore infiniment pour cette année-là. À très vite, et je vous aime terriblement, et merci encore de m'écouter parce que je sais très bien qu'il y en a qui m'écoutent encore. Et pour ça, franchement, un gros bisou à vous. Bah littéralement, au revoir. On finit sur ça. Au revoir, la police, les pompiers. Merci pour ce que vous faites, c'est fou par contre.